Sécurité humaine, sûreté technologique, services et missions spéciales. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Avec Jérôme Laverny à 19h27 sur Sud Radio qui est à mes côtés, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Philippe. On parle emploi donc jusqu'à 20h comme chaque mardi. Les programmes des candidats accordent-ils une place suffisante à l'emploi? C'est la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, Twitter ou encore YouTube, Facebook également pour voter. Mais on va se poser aussi la question et tenter d'y répondre avec notre invité exceptionnel ce soir, le retour de Nicolas Bouzou dans les vraies voies de l'emploi. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir, économiste, essayiste, directeur du cabinet, fondateur du cabinet Asters, votre dernier ouvrage pour un libéralisme populaire. Voilà, on le présente à la caméra pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est aux éditions de l'Observatoire. Taux de chômage, augmentation des salaires, temps de travail, chômage des seniors. Oui, il y a beaucoup de sujets. L'emploi occupe-t-il une place suffisante dans les programmes des candidats? Il est également question d'emploi, mais pas que. Nicolas Bouzou, dans votre livre. Entrons tout de suite dans le vif des sujets parce que c'est vrai que Jérôme Laverny, je vous donne la parole avant de la donner à Nicolas Bouzou. Alors, on ne va pas citer les candidats, mais une grande majorité de candidats ont décidé, pour cette campagne présidentielle, de tout miser sur l'augmentation des salaires. Ils veulent tous augmenter les salaires. La seule chose qui les différencie, c'est de combien ? 10%, oui. 12%, 15% sur un quinquennat, sur 2 ans, sur 3 ans. L'emploi occupe-t-il une place suffisante? La question est légitime en fait. Lorsqu'on se penche effectivement sur les programmes et sur la partie qui est consacrée à l'emploi. Alors commençons quand même par le verre à moitié plein. Par rapport aux élections précédentes de 2017, il y a quand même de notables changements, des choses relativement positives. On en parlait, et pour faire la transition avec l'émission de la semaine dernière où nous accueillions le club landois. Ouais. Enfin, l'emploi des seniors vient dans les débats, et en corollaire également une petite atténuation de l'hystérie jeuniste en termes d'emploi. Et puis il n'y a pas de blocage sur l'apprentissage. C'était pas le cas tout à fait en 2017, où il y avait quand même encore des candidats qui critiquaient encore la chose, en tout cas l'atténuaient. Commençons par dire déjà que effectivement au rendez-vous, la quantité n'est pas à la hauteur des envolées lyriques de nos hommes politiques qui parfois se plaisent à répéter combien l'emploi est la question fondamentale qui préoccupe les Français, le chômage de masse, etc., etc. Malheureusement, il n'y a pas que la quantité, mais parfois aussi la qualité, et on retrouve quand même de vieilles antiennes, de vieilles rengaines, consistant, alors pour prendre l'exemple que vous avez pris, celui des hausses de salaire, oui. C'est une sorte de course à l'échalote où on essaye de voir si c'est 1500, 1600, 1400, etc. Ne nommons personne, parce que de toute façon c'est assez commun. Voilà, il y a cette espèce de promesse comme ça. Mais là où il est nécessaire d'avoir un décryptage, et là où surtout cette lecture est incontournable, indispensable, et ô combien riche, pour aller dans le domaine des idées au-delà des idéologies. Disons pourquoi. Quand on promet 1400, 1500, je dirais que ça manque cruellement d'ambition. Si on parle en valeur absolue, effectivement, c'est une augmentation considérable, mais en valeur relative, ça ne signifie strictement rien. Et il faut parler comme les banquiers. Quid du reste à vivre, quand bien même de quelqu'un gagnant 1400 € dans une région comme la région parisienne pour se payer un logement. L'autre argument, c'est de dire, mais si on augmente les salaires, on va injecter de l'argent dans l'économie et relancer. Mais là, c'est pareil. Revenons à des valeurs absolues. À raison de 100 ou 200 €, je ne suis pas persuadé que derrière, il y ait des milliers et des milliers d'emplois. Mais vous voyez combien, en termes c'est assez pauvre. Il y a de vieux réflexes, des réflexes moralisateurs d'hommes politiques qui considèrent que les pouvoirs publics sont là pour faire pampan cucu, qu'il y a des gentils d'un côté, des méchants de l'autre, des gens qui gagnent des sous, d'autres qui en dépensent d'ailleurs. Bref, il y a surtout un grand absent de tous ces programmes, et c'est hallucinant. Parce que pour le coup, sur le terrain, nous le constatons et nous l'entendons tous les jours. Il y a des besoins de recrutement non pourvus, on l'a déjà dit à cette antenne, au point, et pour prendre cette seule illustration, qu'il y a des entreprises qui ne le diront pas à un micro, et c'est ça qui est grave, qui ne sont pas dans la capacité de pouvoir honorer des marchés qu'ils ont conquis commercialement, voire même parfois des marchés publics, faute de ressources humaines. Ouais. Et alors, évidemment, c'est pas très poli. Alors, il y a même des candidats qui le contestent, ça, et c'est dire l'éloignement
vraiment de la réalité du terrain. Parmi les secteurs les plus connus, il y a le BTP, le service à la personne, encore restauration, hôtellerie. Tous sont concernés, c'est la grande particularité. Les plus concernés. Avant le Covid, seuls certains étaient particulièrement affectés. Post-Covid, tous les secteurs sont concernés. Et il est précieux donc de sortir des idéologies, des postures, des promesses, des courses à l'échalote pour tomber, parce que c'est encore possible en France, dans un débat d'idées, et franchement, je recommande de toute urgence la lecture. Alors malheureusement pas le vote, on ne peut pas voter, Nicolas Bouzou, c'est pas possible. Non, pas encore, il n'y a pas de candidat. Pas en 2022 en tout cas. Non, ça n'existe pas. Mais il faut le lire parce qu'enfin, on arrive dans le champ des idées et non plus des postures. Alors, sur l'augmentation des salaires, Nicolas Bouzou, c'est vrai que tous le réclament en France. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que, vous parliez du reste à vivre, est-ce que, et avec le gilet jaune, on a constaté que beaucoup étaient à découvert à partir du 10 du mois, mais est-ce que finalement c'est nous, les je m'inclus dedans, les Français qui voyons trop grand, qui dépensons trop, et donc on a besoin effectivement de plus d'argent, donc on veut augmenter les salaires, ou alors réellement on n'est pas assez payé en France? Non, il y a un vrai problème de salaire, il y a un vrai problème social. Alors c'est pas pour tout le monde, mais pour les personnes les moins payées, vous avez dans ce pays des gens qui travaillent 39 heures, 40 heures, parfois plus, et qui quand arrive Noël, ne peuvent pas acheter de cadeaux de Noël à leurs enfants, ou qui ne peuvent pas partir en vacances. Donc ça me paraît, si vous voulez, absolument intolérable sur le plan politique. Les gens qui ne travaillent pas, c'est une chose, on pourra en parler, mais les gens qui travaillent, qui ne puissent pas s'offrir les petits plaisirs de la vie, je considère que c'est un problème majeur de notre pays. Donc il y a bien un sujet de revenus qui est un sujet de salaire, parce que la France, de tous les pays de l'OCDE, c'est le pays qui redistribue le plus. Donc on peut même expliquer que c'est un problème de manque d'aide sociale, etc. Enfin, on est le pays qui fait le plus au monde. Bon, donc c'est pas ça. Donc c'est vraiment un problème de salaire. Alors après, il faut aller au fond des choses, parce qu'en effet, les candidats évoquent tous l'augmentation des salaires. Ils ont, de mon point de vue, raison. C'est un vrai problème. Mais la question, c'est comment on fait pour le faire de façon durable. Et en fait, on sait globalement à quel moment dans une carrière les salaires augmentent. Les salaires, ils augmentent quand on change de job. Alors je vais le dire autrement, parce que ça peut paraître simple comme ça, mais c'est très opérationnel quand on essaie de réfléchir à la façon d'améliorer le pouvoir d'achat des gens. Si vous dites j'augmente le SMIC, j'augmente le SMIC de 10, 15, 20%, j'en sais rien. En fait, d'une part, ça risque de faire augmenter le chômage, et puis d'autre part, c'était un peu en filigrane dans ce que disait Jérôme Laverny, on va être content, la personne va être contente sur le moment, mais c'est pas ça qui va lui offrir une solution durable. Ce qui va lui offrir une solution durable, je vais prendre un exemple très concret. Vous êtes caissier ou caissière du supermarché, je vais dire caissière parce que plus souvent malheureusement ce sont des femmes. Voilà. Que votre salaire soit pas dément quand vous êtes caissière, je pense que tout le monde peut le comprendre. Le vrai problème, c'est de ne pas rester caissière pendant 10 ans. Et donc, c'est qu'est-ce que l'entreprise va pouvoir faire pour que vous puissiez changer de job, pour que vous puissiez éventuellement encadrer et avoir un bon salaire. Comprenez ce que je veux dire ? Et donc, ça, c'est un vrai sujet intéressant. Et là, il y a des solutions. En matière de formation professionnelle, par exemple, qui ne fonctionne pas encore comme ça devrait fonctionner dans notre pays. En matière de négociation avec les syndicats, il y a plein de choses à faire. Bon, c'est l'ascenseur social, finalement. Mais on démarre en rez-de-chaussée, on espère finir au 10e étage. Mais oui, et d'ailleurs, pardon Jérôme, mais juste en 2 secondes. Alors c'est vrai que je suis un libéral, comme l'indique le titre de ce livre, mais je considère que commencer au rez-de-chaussée, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est finir au rez-de-chaussée. C'est finir au rez-de-chaussée, tout à fait. Jérôme Laverny. Et d'ailleurs, relié à cela, à cet ascenseur social, dans le livre, est relié, et là moi j'ai bu du petit lait, au bonheur, la question du logement. On ne connecte pas suffisamment la question du logement à l'emploi, parce qu'encore une fois, entendons-nous bien, si sur la région parisienne on augmente quelqu'un de 150 ou 200 euros, c'est formidable en valeur absolue, mais ça reste quand même très difficile pour un célibataire de, ne serait-ce non pas payer un logement, décrocher un logement. Donc cet ascenseur social, il faut le lier au logement, car nos parents, nos grands-parents ont pu connaître cet ascenseur social à raison d'achats qui se sont vus revalorisés. Et puis la formation professionnelle, il faut la réfléchir à nouveau d'un point de vue stratégique, la redéfinir. Et là aussi, Nicolas Bouzou parle de tunnels. Il faut sortir de ces tunnels parce que immanquablement, il faut être dans la capacité demain de pouvoir convaincre, illustrer, montrer, rassurer les gens à l'idée qu'il va être beaucoup plus facile qu'on ne l'imagine de sortir d'un secteur et d'un métier à un autre. Comment on fait concrètement, Nicolas Bouzou, pour augmenter
augmenter les salaires? Il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises, c'est une majorité en France. Qu'est-ce qu'on dit à un patron qui dit bah voilà, moi je ne suis pas en capacité d'augmenter le salaire de tel ou tel employé, par exemple? La première chose, les salaires ils vont augmenter, parce que il y a des difficultés de recrutement. Jérôme Laverny l'a dit, qui sont très importantes, et en fait c'est ça la meilleure garantie d'augmentation des salaires. On le voit très clairement aux États-Unis, on commence à le voir dans certains secteurs. Par exemple, un secteur qui était en pénurie forte, l'hôtellerie-restauration, c'est très connu. Donc l'accord de branche concernant les augmentations de salaire, c'est de mémoire 11 à 12%. Donc là, ça commence, si vous voulez, à être des revalorisations qui sont intéressantes. Dans le secteur public, le Ségur de la santé, ce sont des augmentations minimum pour les infirmiers et infirmières dans les hôpitaux de 120, 130 euros net par mois. Donc c'est quand même quelque chose, si vous voulez, quand on a un salaire qui au départ est pas très élevé. Donc déjà, le marché du travail va générer ces augmentations de salaire. Après, pour les entreprises, en fait, un salarié, vous pouvez l'augmenter quand il vous rapporte de l'argent. C'est ça le truc. Et donc, la question de la formation professionnelle, par exemple, comment est-ce que j'amène mes salariés à monter en compétences, à monter en valeur ajoutée, à faire en sorte que, alors qu'ils me rapportent 1300 euros par mois, ils vont pouvoir me rapporter 1600 ou 1700 euros par mois, et donc je vais pouvoir les augmenter, c'est absolument crucial. Alors là, on a un outil qui est très intéressant en France maintenant, qui s'appelle le compte personnel formation. Donc tout le monde, tous les gens qui nous écoutent, tous les actifs en tout cas, disposent d'un compte personnel formation sur lequel ils ont de l'argent qu'ils peuvent utiliser. Simplement, on voit que il n'est pas toujours très bien utilisé, parce que vous avez des gens qui, alors je vais le dire très brutalement, mais enfin Sud Radio, la bonnette que j'ai devant moi, il y a écrit Parlons vrai, donc exactement. Vous avez des gens qui les utilisent un peu pour les loisirs, par exemple. J'ai rien contre la poterie, mais quand je vois des gens qui utilisent leur compte personnel formation pour faire des formations de poterie, bon très bien, mais c'est pas pour ça. C'est vraiment dans l'esprit pour aller vers des métiers qui sont des métiers en tension. Vous voyez, vous manquez un peu de compétences dans un domaine, vous voudriez aller vers un métier en tension, vous n'êtes pas tout à fait formé, vous allez pouvoir utiliser le compte personnel formation. Donc il faut sans doute améliorer le fléchage, et il faut que les entreprises aussi incitent leurs salariés à utiliser ce type de dispositif. Elles le font assez, tiens, ça d'ailleurs, Jérôme Laverny. Les entreprises d'inciter les salariés à se former, à monter en grade. Non, sans doute pas assez, ou mal, ou en tout cas pendant un certain nombre d'années, elles ont négligé. Il faut dire les choses clairement. Les entreprises ont leur part de responsabilité dans parfois, non pas le mépris, ce serait un grand mot, mais en tout cas la négligence par rapport au service des ressources humaines, parce que c'était un service qui n'était pas productif. Or, aujourd'hui, beaucoup d'entre elles prennent conscience avec les besoins de recrutement, notamment avec l'émergence de ce concept de marque employeur, qu'il s'agit de revoir la copie du point de vue de la communication, de la stratégie du recrutement. Vous posiez la question de savoir ce qu'il faut faire pour augmenter les salaires. En tout cas, disons, puisqu'il est question de décryptage, ce qu'il ne faut pas faire, là encore une fois, vieille lune, celle des systèmes de vases communicants. Les programmes sont truffés. Je prends des cotisations ici, j'en remets là, j'en enlève, et hop, et j'envoie le message à mes électeurs supposés potentiels que je suis gentil, que je vais dans leur sens. Non, c'est pas du tout comme ça. L'histoire l'a démontré. Il s'agit pas de jouer sur les cotisations pour que tout d'un coup les salaires montent. Nicolas Bouzou le disait à l'instant, si l'entreprise va mieux, gagne plus de sous, fatalement. Si le besoin des salariés, il le démontre, une référence au Moyen-Âge est accrue, fatalement, on va mieux payer. Je dirais néanmoins que certaines entreprises nous ont dit récemment à cette antenne aussi que leurs besoins de recrutement, leurs difficultés de recrutement, leurs difficultés de maintien des salariés dans l'entreprise ne relevaient pas exclusivement, que des salaires. Il se passe quelque chose sur le marché du travail. Il s'agirait d'y faire une stratégie. Surtout pas d'envisager des conférences, nom d'un chien. Certains programmes envisage, on n'en est pas à faire des conférences et à perdre du temps. Il était question de supprimer le numéro vert aussi. Oui, voilà, c'est ça. Nicolas Bouzou. Je voudrais encore une autre proposition très concrète pour augmenter les rémunérations. Moi, je suis un fanatique de l'actionnariat salarié. L'actionnariat salarié, des dividendes. Exactement, des dividendes pour les salariés. Pas simplement pour les actionnaires, mais pour les salariés. Moi, je parle beaucoup aux gens, et les gens, ils me parlent. Je sais pas pourquoi, mais bon, les gens me parlent beaucoup. En fait, je reprends mon exemple de la caissière de supermarché. Elle me dit, en fait, quand les actionnaires de mon entreprise
touchent de l'argent. Moi, je trouve ça complètement normal, mais j'aimerais bien en avoir aussi, parce que j'ai participé aussi à la création de richesse dans l'entreprise. Simplement, moi, je peux pas investir dans le plan d'actionnariat salarié parce que j'ai pas les moyens d'épargner. C'est la raison pour laquelle, dans mon livre, et je l'ai proposé, alors on peut pas citer de nom, mais je l'ai proposé à un certain nombre de candidats, c'est de faire une grande loi de libéralisation de l'actionnariat salarié. C'est-à-dire d'autoriser les entreprises à distribuer gratuitement des actions à leurs salariés, qui n'est pas à les acheter, les salariés, vous voyez, mais qu'on puisse leur donner. Et des actions sans droit de vote. Parce que moi, je demande aux patrons de PME, pourquoi vous ne faites pas d'actionnariat salarié ? Et ils me répondent toujours la même chose. Ils me répondent parce que je ne veux pas être embêté, je ne veux pas avoir de gens dans mon conseil d'administration, etc. Alors ça tombe bien, parce que moi, les salariés que je vois, ils me disent jamais qu'ils veulent rentrer au conseil d'administration de leur entreprise, ou c'est très rare. Si, la CFDT, mais les gens... non. Normaux, vous allez dire. non, j'aime beaucoup la CFDT, j'aime beaucoup le remercier, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais en revanche, ils veulent de l'argent. Et ça, je comprends. Donc là, c'était la grande idée gaulliste, on a le droit de le dire quand même. C'était la grande idée gaulliste, mais qu'on a eu du mal un petit peu à décliner, si vous voulez, dans les faits. Voilà, moi je pense qu'il y a des choses très concrètes à faire. Il faut une révélation quand même. Au pied du logement de Nicolas Bouzou, il y a une entreprise qui vend un poulet pomme de terre à 3 €. Et là, pour le c'est mon bureau, au pied de mon bureau. Voilà. Et là, pour le coup, il n'y a pas de dividende. Là, encore une fois, les programmes ne se penchent pas assez sur, non pas le sort des TPE-PME, mais comment une mesure est applicable dans la réalité, dans le pratique, à des TPE-PME qui n'ont pas de services ressources humaines, qui n'ont effectivement pas d'actions, d'actionnaires, de dividendes, etc. Et ça, c'est bien dommage. C'est pas le tout d'annoncer que le premier employeur de France, ce sont les TPE-PME, si c'est pour concevoir des programmes qui les passent sous le silence. Il y a 5 ans, souvenez-vous, il y a 5 ans, il ne parlait pas d'augmenter des salaires, Benoît Hamon, mais pour donner un peu plus d'argent et de sécurité aux Français, il leur proposait le revenu universel de solidarité. Est-ce que ça aussi, ce serait pas une solution ? Je sais que vous êtes farouchement contre, Nicolas Bouzou. Pour, comme je le disais, avoir un petit peu plus de sécurité. On va en parler dans quelques instants avec vous, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, et vous, Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, auteur de ce livre, Pour un libéralisme populaire, aux éditions de l'Observatoire. Les programmes des candidats accordent-ils une place suffisante à l'emploi ? On continue d'en discuter avec vous, évidemment. Vous pouvez nous appeler pour réagir, 0826 300 300. À tout de suite. Et jusqu'à 20h, on parle emploi avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Nicolas Bouzou est avec nous, économiste, essayiste, fondateur, directeur du cabinet Asters et auteur de Pour un libéralisme populaire. C'est aux éditions de l'Observatoire. C'est le nouveau livre de Nicolas Bouzou, qu'on vous présente à la caméra. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, si vous nous regardez sur YouTube, puisque après l'émission, vous pouvez revisionner donc l'échange entre Jérôme Laverny et Nicolas Bouzou sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Les programmes des candidats accordent-ils une place suffisante à l'emploi ? On a parlé d'augmentation des salaires, puisque la majorité des candidats proposent une augmentation des salaires. Arriver au pouvoir, c'est autre chose, évidemment. Et puis, je vous l'ai dit, Benoît Hamon, en 2017, lui avait proposé, pour plus de sécurité, pour épaissir le portefeuille des Français, un revenu universel de solidarité. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, tout le monde est égaux, Nicolas Bouzou. On a 650 ou 700 €, ce qu'il proposait. Avec nous, peu importe notre qualification, peu importe notre âge. Vous, je l'ai lu dans votre livre, vraiment, il y a un gros passage là-dessus. Vous êtes farouchement contre. Pourquoi ? Parce qu'on ne récompense pas le travail. Exactement. Je suis contre vraiment pour des raisons qui ne sont pas des raisons économiques ou financières, même si le revenu universel coûte très très cher, mais pour des raisons qui sont d'ordre philosophique. C'est-à-dire que je considère que notre société, depuis les Lumières en fait, depuis le début du 19e siècle en tout cas, elle est vraiment fondée sur le travail. Et d'ailleurs vous le voyez dans la plupart des pays occidentaux, et a fortiori en France, tous les revenus dépendent d'une façon ou d'une autre du travail. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement travailler pour avoir un revenu, mais ça veut dire qu'il y a un lien. Par exemple, quand vous êtes demandeur d'emploi, vous touchez un revenu parce que vous cherchez un emploi et parce que vous allez retravailler. Quand vous êtes retraité, vous touchez un revenu parce que vous avez travaillé. Quand vous touchez une indemnité journalière, vous touchez un revenu parce que vous êtes malade et vous ne pouvez pas travailler. Vous voyez ? Donc il y a toujours ce lien. Si vous introduisez le revenu universel, vous rompez ce lien. Le revenu universel, ça veut dire que du seul fait d'exister, vous avez droit à un revenu. Et je pense que c'est complètement faux. Je pense que du point de vue d'appartenir à une nation comme la France, vous avez droit à la solidarité nationale, c'est autre chose. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le besoin,
on vous aide, et ça c'est notre contrat social et à titre personnel j'y suis très attaché, mais que l'on vous donne à Jérôme Laverny, à vous, à moi, à Bernard Arnault, un revenu, ou à mes enfants qui n'en ont aucun besoin, je suis complètement opposé à ça, parce que, alors je veux pas pontifier, hein, mais c'est presque une rupture anthropologique, si vous voulez. Mais quelles seraient les conséquences? Je donne la parole tout de suite, Jérôme Laverny. Voilà, on a revenu universel de 700 €. Aujourd'hui, dans les mêmes conditions, à moyen terme, quelles seraient les conséquences de ce revenu universel? Alors, certains ne chercheraient pas d'emploi parce qu'ils se contenteraient de ce qu'ils ont avec les 700 €. J'en sais rien, si vous voulez, mais je pense que ça générerait une espèce de démoralisation générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui abusent, donc ça, j'y crois pas beaucoup. Et puis en plus, les montants, vous pouvez pas vivre avec 700 € de toute façon, donc c'est très difficile. Mais sur une personne qui travaille, par exemple, c'est pas ça. Mais sur une personne qui travaille, oui, ça peut éventuellement diminuer ce qu'on appelle l'offre de travail. Mais surtout, je pense qu'on enverrait un signal, et notamment un signal aux plus jeunes, qui serait un signal, à mon sens, c'est une position presque politique que je prends, mais ça enverrait un signal qui serait un signal extrêmement négatif. Moi, les jeunes, j'ai envie de leur dire, nous allons construire un pays pour que tu puisses s'insérer au mieux, pour que tu puisses être libre, pour que tu puisses s'éduquer, pour que tu puisses faire ta vie, pour que tu puisses avoir le métier qui te plaît et un métier qui est rémunérateur. J'ai envie qu'on dise ça aux jeunes, j'ai pas envie qu'on dise aux jeunes, je te file 500 balles et débrouille-toi. Jérôme Laverny. Je souscris complètement deux choses en fait. Pour moi, c'est déjà une facilité de l'esprit et une espèce de mesure pyramidale comme les hausses de SMIC qui valent pour tout le monde. C'est très facile de balancer une mesure gadget comme ça. C'est pas du tout la même chose le SMIC en plein cœur de Paris que dans mon cher département de la Creuse. C'est pas du tout la même chose. Et c'est pas du tout la même chose 500 € pour Bernard Arnault que pour quelqu'un qui vit dans la rue. C'est complètement stupide. Et je partage bien volontiers la point de vue philosophique de Nicolas Bouzou. J'y rajouterais bien volontiers pas moral. Il s'agit pas de juger moralement. Mais nous, on voit des gens qui sont complètement déstabilisés par l'inactivité. Les philosophes n'ont pas manqué. Et les écrivains, Pessoa, Agir c'est connaître le repos, Montaigne, de la même façon. Voilà, c'est pas simplement des vues de l'esprit là pour le coup. C'est vraiment très nocif d'être sans rien faire et de pousser dans cette veine-là. Je rajoute une chose. On oublie trop fréquemment que dans le contrat de travail, il y a contrat. Et dans le contrat, il y a deux parties. Ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que dans un certain nombre de situations d'emploi, de travail, de salariat, eh bien, de part et d'autre, il y a une insatisfaction parfois réciproque, parfois mutuelle. C'est ça qu'il faut résoudre. C'est là où il faut lancer des leviers et certainement pas suivant telle catégorie de public, telle catégorie. Non, il faut vraiment booster l'emploi pour que de part et d'autre du contrat, côté employeur, côté salarié, tout le monde soit satisfait. Alors, qu'est-ce qui va créer des emplois aussi? C'est la réindustrialisation. Évidemment, on en parle beaucoup. On en a parlé beaucoup après la crise sanitaire, après la crise du Covid. Ça fait déjà 1 an que la crise est censée être un petit peu derrière nous, qu'on a repris le chemin du travail et pour l'instant toujours pas de réindustrialisation. Est-ce qu'elle est possible déjà, Nicolas Bouzou? Je crois qu'elle est possible. Je dis pas que c'est facile, c'est pas du tout automatique, mais oui, c'est possible parce que aujourd'hui on a des moyens technologiques, donc dans le numérique, dans les robots, avec l'intelligence artificielle, avec les imprimantes 3D, qui nous permettent de refaire des usines en France qui sont compétitives. Il y a 20 ou 30 ans, vu l'écart de salaire entre la France et la Chine, c'était pas compétitif de faire une usine en France. Aujourd'hui, étant donné que ce qui coûte le plus en fait dans une usine, c'est la technologie. La technologie, elle coûte pas plus cher en France qu'en Chine. Vous voyez, donc on peut redevenir compétitif. Donc en théorie, c'est tout à fait possible. Il y a des secteurs dans lesquels on est très bon en France, dans la pharmacie, dans l'aéronautique, il y a plein de choses, dans l'énergie, il y a vraiment plein de secteurs. Simplement, on a vraiment des statistiques qui nous montrent que la vraie difficulté aujourd'hui, c'est la facilité à ouvrir des implantations industrielles. C'est-à-dire que c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, il y a des recours juridiques, etc. Et donc là où en Allemagne, par exemple, 2 ans vont suffire pour ouvrir une usine, avec tous les recours juridiques, ça va être 4-5 ans en France. Et du coup, personne ne va le faire. Et alors, vous voyez, c'est idiot. Parce qu'on pourrait le faire, on aurait un coup à jouer, ça fait des emplois qui sont intéressants. C'est bien d'avoir de l'industrie sur son sol, parce que c'est une question aussi d'autonomie. Et puis, l'industrie, c'est 20% du PIB, par exemple, mais c'est 80% des exportations, c'est 80% de la recherche et développement. Donc, c'est super d'avoir de l'industrie, mais en fait, pour des raisons qui sont un peu bêtes, de complexité bureaucratique, on se donne pas les moyens de réindustrialiser. Et on aurait
Des Français, des gens compétents, des gens formés. Excellente question. Parce qu'on expliquait qu'on manquait de main-d'œuvre il y a quelques minutes. Est-ce qu'on en aura là? Alors, excellente question. Je sais pas, il faut les former. Oui. Et il y a vraiment des choses qui m'inquiètent. Alors, Jérôme Laverny connaît ça mieux que moi, mais même si je vais un peu plus loin, vous voyez, un truc moi, dont je parle depuis le début de la campagne, et j'essaie de sensibiliser les uns les autres à ça, c'est par exemple l'effondrement du niveau de la France, l'effondrement en mathématiques. Oui. Vous voyez, ouais, mais si il n'y a pas de gens bons en mathématiques, on n'aura pas d'ingénieurs, ni même d'ailleurs d'ouvriers spécialisés, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes ouvrier spécialisé, vous bossez sur des machines et tout, il faut avoir des notions de mathématiques, c'est important. Et puis de toute façon, on n'arrivera pas à construire ces secteurs, type secteur de l'hydrogène, par exemple. Moi, j'y crois beaucoup, mais si on ne forme pas les gens pour bosser dans l'hydrogène, on n'aura pas le secteur de l'hydrogène. Ouais. Vous voyez, donc on peut mettre de l'argent public. Ou alors, on fera venir des étrangers et ça va encore créer des polémiques. Et puis on va dire, c'est quand même dommage d'avoir mis de l'argent public et de pas faire travailler les Français. Vous voyez. Ouais. Donc la question que vous posez, elle est très profonde, elle est très importante. Alors, Je rebondis bien volontiers. Il n'est nulle question dans les programmes d'un lien quelconque entre l'éducation nationale et le marché du travail. C'est consternant. Il suffirait simplement un petit module de formation pour les futurs professeurs, non pas à les transformer comme des conseillers d'orientation, non des coachs professionnels, non, mais quand même d'avoir un minimum. On ne parle pas du niveau en anglais. Moi, donnez-moi quelqu'un qui est bilingue anglais, je lui trouve du travail dans la journée. Dans la journée, voilà. Il n'y a pas de connexion. Il s'agirait de revoir la méthodologie. Parmi les mesures quand même consternantes et qui disent ô combien nos hommes politiques, quels qu'ils soient, il ne s'agit pas de donner de nom, sont parfois éloignés de la réalité du terrain, de la réalité tout court du reste. Il est venu à l'esprit de l'un d'entre eux, ou de plusieurs, je ne sais pas, d'avoir l'idée lumineuse d'imaginer que le meilleur ministre de l'économie serait demain un patron de PME. Non mais moi j'aime beaucoup les pastèques, mais vous comprenez, je ne me vois pas ministre de l'agriculture, et tous les mélomanes ne peuvent pas être ministre de la culture, vous voyez. Alors par contre, je saurais trop pour conclure recommander à ce candidat la lecture de ça, parce que c'est quand même un peu plus sérieux, juste un peu plus pratique. Oui, c'est juste un peu plus pratique. C'est de cela. Les Français ne se sont pas convaincus par les augmentations de SMIC, c'est pas vrai, pas vrai. Mais lire ça, c'est simple, concret, illustrant, et comme cela l'a dit au début, c'est pour faire comprendre, tout simplement. Ouais. Alors, juste un mot sur le libéralisme. On a l'impression que c'est un gros mot parfois, le libéralisme. Nicolas Bouzou, non, c'est pas une idéologie non plus. Hein. En tout cas, un peu quand même. moi je pense que, moi je suis un peu idéologue, je suis libéral, je l'assume tout à fait, c'est le droit. En fait, je crois que les gens sont avides de liberté en France. On a vécu 2 années qui ont été extrêmement difficiles, où on a été privé de liberté, et donc la demande de liberté en quelque sorte a augmenté. Ce qui se passe en Russie, on voit ce que c'est, de pas vivre dans un état de droit, le manque de liberté, les journalistes emprisonnés, etc. Et donc moi je pense que en fait la demande de liberté, mais sous toutes ses formes, c'est pas simplement la liberté économique, mais c'est la liberté d'entreprendre, la liberté de dire, la liberté de faire des choses, l'éducation. Quand on parle d'éducation, quand je parle des mathématiques, pourquoi je parle des mathématiques, pourquoi je veux former les jeunes aux mathématiques, c'est pour leur donner cette liberté de choisir leur vie et de construire leur vie. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est le libéralisme. C'est pas élitiste. C'est pour tout le monde, y compris les plus fragiles. Pour un libéralisme populaire, voilà le nouveau livre de Nicolas Bouzou, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous, Nicolas Bouzou. C'est moi bientôt. qui vous remercie. Merci Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Dans un instant, c'est le Loft Musique. Yvan Cugius qui reçoit ce soir Bruno Berberez. Voilà, c'est un des casteurs de The Voice. C'est grâce à lui si vous voyez autant de candidats et de bons candidats dans cette émission de TF1. The Voice. Voilà, il sera l'invité dans quelques minutes de Yvan Cugius, ni Bruno Berberez. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi.